Radio Nova, la dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière en direct et en public du théâtre L'Européen à Paris. Nous sommes le dimanche 2 novembre 2025. 2 novembre, le jour des morts. Bonne journée les morts. Nous avons donc une grosse pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année. Robert Redford, Nicole Croisille, Claudia Cardinal, François Bayrou. À vérifier quand même, mais je crois que l'activité cérébrale n'est pas dingue. Le gouvernement Le Cornu 1, mort-né. L'honneur de Nicolas Sarkozy. Qui lui rendra son honneur? La carrière de Laurent Gérard par la même occasion. L'humilité de Louis Sarkozy, qui était tellement incroyable qu'elle était à peine croyable. La voix de Carla Bruni. Les poils. Pense à lui. La voix de Carla Bruni Sarkozy, qui était décédée depuis un bon moment, c'est vrai. RIP. RIP aussi les chroniques de Marie Saint-Filtre. Oh. Le droit international à Gaza, en Ukraine, au Congo, au Soudan, dans l'émission de Cyril Hanouna, au sein de la gauche française. Ciao les bijoux du Louvre. Ainsi que la raison de vivre de Stéphane Bern, le pauvre. Il est tellement au bout du rouleau qu'il pourrait faire le meilleur pâtissier. Bravo patron. Bravo patron. Ouais. Non, merci. Merci de ne pas applaudir. En revanche, merci d'applaudir celle qui est bien vivante, tout en panache et en maminerie. Juliette Arnaud est avec nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bonsoir Juliette. Bonsoir Guillaume. Est-ce que ça va? Très bien Guillaume. Oui. Son foie aurait pu nous quitter cette année, mais il est toujours là, accroché à son propriétaire, Aymeric Lomprey. C'est moi. Ça marchait pour les deux. Ça va Aymeric? Oui. Et il paraît que râler fait vivre plus longtemps. L'immortel Pierre-Emmanuel Barré est avec nous. Bonsoir. Je te demande pas si ça va. Ça va parfaitement. Mais oui, pourquoi? Parce qu'on a mangé au flunch. Oh là là, placement de produits. Nous rejoindrons pendant l'émission. Faut dire 3 autres trucs de merde. Alors vas-y. Dès qu'il y a un truc de merde à dire, on me demande. C'est incroyable. Nous rejoindrons pendant l'émission Thomas VDB, Swan Périssé, Marie Trébert. Allez. Allons-y, on commence, on ne perd pas les bonnes habitudes avec les questions des auditrices et des auditeurs. Vous nous avez laissé des messages et on vous remercie pour ça sur l'adresse que je rappelle, ladernère@radionova.com et on y répond tout de suite. Oui, tout à fait, on commence avec une question de Yvan. Est-ce que PEM pourrait prononcer d'ailleurs et non d'ailleurs? Alors Yvan, oui. J'imagine que PEM, c'est moi, hein, Pierre M. PEM, merci de conserver cette familiarité pour vos proches. Et désolé de vous décevoir, Yvan, mais je vais continuer à dire d'ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je dis également moyen au lieu de moyen. Ah, oui. Et je vais aller plus loin, Yvan. Désormais, je prononcerai caca à la place de Yvan. Bonne journée, caca. Bonne ambiance. Allez, passons à la question de Jean-Christophe. Oui, est-ce que vous ne pourriez pas inviter quelqu'un du gouvernement pour changer un peu? Exemple, Rachida Dati. Je suis sûr qu'elle aurait plein d'histoires à vous raconter. Quelle bonne idée Jean-Christophe. Mais alors peut-être on peut imaginer aussi inviter des futurs leaders. Par exemple Louis Sarkozy qui serait, je pense, un bon invité. Non, Guillaume, tu nous emmerdes avec Louis Sarkozy. Wow. C'est incroyable comme réaction, Juliette, là. Tu sais quoi? Ta réaction, elle est tellement incroyable qu'elle est à peine croyable. Alors, je te jure, Guillaume, ça va mal finir. Non, mais sans déconner, il te manque. Mangue. Allez, moi, je vais canner. Voilà. Donc, on enchaîne avec la question de Sandra. Salut tout le monde. Quand Juliette aura-t-elle son émission littéraire sur Radio Nova? Ma chère Sandra, quand? Oh là là, mais jamais, je crois. Ah, je crois aussi que tu t'étais avec joie, plaisir et gambade, mais j'ai bien observé cette dernière année sur Nova et les émissions neuves ne sont proposées qu'à des hommes. Pas de bol. Mais qu'à cela ne tienne, je vais demander au petit Papa Noël de m'offrir un pénis. Tiens, Juju, portatif, sans doute, mais je n'ai pas les détails. Tiens, Juju, ma bite. Non, ah oui, merci. On est à l'antenne, je crois. Ah merde. On passe à la question d'Arnaud. Bonjour. Alors, afin d'apporter un peu plus de diversité dans votre public, comme évoqué dans votre dernière émission, pourquoi ne venez-vous pas un peu plus dans les campagnes? Alors Arnaud, sache que nous sommes déjà allés, car nous sommes déjà allés à Bordeaux, Toulouse, et nous retournons à Toulouse. Donc il se peut qu'on aille dans d'autres campagnes de France. Merci pour ta question, nous l'apprécions, car nous aimons dire que nous sommes la voix du peuple. Ok, bon, on dit ça. Une question de Virginie à présent.
Qui serait le chef si Guillaume Meurice était absent? Excellente question, Virginie. Merci de me l'avoir posée. Eh bien, Je pense que c'est peut-être moi qui suis le mieux placé pour répondre. Alors non, non, parce que je suis même pas sûr que tu aies compris la question. Si, j'ai compris la question, donc la réponse c'est la Loire. Non, tu as pas compris la question. Et de toute façon, c'est moi qui choisis les questions, donc c'est moi qui réponds. Bon, ok allez, ça suffit, fermez-la tous les deux. C'est Juju Juju, la chef. c'est Juju la chef. Voilà. Ouais, même quand je suis là, d'ailleurs. D'ailleurs, on dit d'ailleurs. Bon, allez, on enchaîne, Ouais, Guillaume. une question d'Étienne. Bonjour. Non, Non, pas les accents, toujours pas les accents, toujours pas. Bonjour, est-ce que c'est grave de ne pas avoir le permis à 24 ans? Ah, alors Étienne, déjà ça dépend de quel permis on parle. S'il s'agit du permis voiture, on s'en fout. Tu prends n'importe quel véhicule et puis YOLO, hein, comme disait Pierre Palmade. En revanche, s'il s'agit... qu'on embrasse. En revanche, s'il s'agit du permis de chasse, alors là, attention, bien plus grave, car il en va de la douce vie dans nos campagnes. Campagne bien aimée, n'est-ce pas, Émeric? Tu en parlais à l'instant. Il adore la campagne, Émeric. Préfecture de la Nièvre. Oui. Voilà. Donc, le permis de chasse, alors très difficile quand même à obtenir, le permis de chasse. Émeric, quelle est la différence entre un TGV et un faisan? Je sais pas. Bonne réponse. Tu peux acheter un fusil. Cool. Allez, on passe à la question d'Anaïs. Bonsoir, pourquoi c'est Juliette qui choisit à chaque fois les chansons? Ouais. Alors, non, Oui. bah non, pardon Anaïs, je ne choisis pas du tout les chansons, c'est Christian Zonta qui se charge de la programmation et c'est mieux. Je ne choisis pas non plus les tenues de Guillaume Émeric et Pierre-Emmanuel et ça par contre c'est dommage. Mais en gros, Anaïs partait du principe qu'en ce bas monde, je ne choisis rien du tout rapport au pénis portatif que je n'ai pas encore. Y compris dans les domaines où j'ai quelques entendements. Hein. Regardez par exemple le classement Amazon de cette semaine sur les meilleures ventes de livres. On va retrouver Bardella, Zemmour et Philippe de Villiers. Merci, bisous, adieu. On enchaîne avec une question de Virginie. Bonjour. Pas les accents, pas les accents. Ça n'est pas un accent, c'est mon pardon. personnage. C'est un accent de fille. C'est mon personnage. Bonjour. Je viens de m'apercevoir que dans cette nouvelle saison, Émeric est le seul à proposer 2 chroniques par émission. Du coup, contrairement à ce qu'il affirme, n'est-ce pas lui qui travaille le plus de vous tous et donc est-il le mieux payé? Merci pour cette réflexion, Virginie. Mais si tu écoutes bien mes chroniques, tu sauras que le mot travail n'est pas le terme qui correspond le plus. Tant de cerveaux disponibles, peut-être, serait plus adapté. Même si un jour, je sais pas si vous vous rappelez, la 2 semaines, quand j'ai... Attends, je me permets, Émeric, une petite rectification de vraiment rien du tout. Il se trouve que j'ai également 2 chroniques dans l'émission, même si pendant le questionnaire des livres et des films, vous êtes tous en train de chanter dans vos têtes. Moi, je suis en train de travailler et j'ai travaillé pour le préparer. Bisous. Et vous êtes qui, madame? C'est Juju, c'est la chef. Allez, merci pour ces questions. Attendez, Guillaume. Il reste une question d'auditeur. Ah bon? Et c'est Arsène qui nous écrit de Saint-Roustan. Dis donc. C'est pas vrai. Incroyable. Pas possible. Cher Pierre-Emmanuel, voilà près de 5 mois que vous n'avez pas raconté le quotidien absurde et désopilant de notre petit village. Que se passe-t-il? On ne vous fait plus envie? On a trop vieilli? On a la peau flasque? Le scrotum qui touche par terre? Ou est-ce simplement que votre dealer a pris sa retraite? Pas du tout, Arsène. Soyez rassurés, l'histoire entre une œuvre et son créateur, c'est comme un mariage, sauf que là, l'amour dure toujours. Figurez-vous justement que cette semaine, les chroniques de Saint-Roustan reviennent en BD. Mais non! Il y a des dessins magnifiques, un vrai point de vue sur le monde, mais surtout des zizi et du caca. Ça sent le prix Renaudot. Merci beaucoup, merci. La BD de Saint-Roustan aux éditions Delcourt. Voilà, très bel objet. Est donc disponible. Très bel objet. Très bel objet. Ça, est-ce que c'est pas un peu de la publicité déguisée, ça? C'est complètement de la Sans publicité, netteté. elle n'est même pas déguisée, Guillaume. Eh bien, continuons sur la publicité pas déguisée pour des trucs qu'on n'aime pas. C'est maintenant, c'est la publicité. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h15, c'est l'heure de retrouver notre invitée du jour. Elle est spécialiste des migrations, elle a travaillé au Haut Commissariat pour les réfugiés aux Nations Unies, à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Elle est aujourd'hui chargée de plaidoyer au sein de l'association France Terre d'Asile. Maëlle Léna est notre invitée. Bonsoir. Salut Maëlle. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, on va parler beaucoup de l'état de l'accueil des personnes en situation de migration, notamment en France. Mais avant ça, on aime bien toujours savoir d'où viennent les gens qu'on reçoit, un petit peu leur parcours. J'ai vu que tu avais commencé par des études en droit international. Qu'est-ce qui t'a mené vers ces études? Qu'est-ce qui te passionnait là-dedans? Est-ce que c'était ton rêve de gosse?
Alors oui, quand j'étais jeune, je rêvais de travailler à l'ONU dans le grand bâtiment de New York. Donc effectivement, c'était mon rêve d'enfant. Alors adolescent, on va dire. Parce que quand j'avais 5 ans, je pense pas que je rêvais de ça, quoi. Mais donc effectivement, du coup, ensuite j'ai voulu faire des études de relations internationales et j'ai fait ça à Sciences Po Lille. Ok, et tu as réalisé ton rêve? Tu as été dans ce fameux grand bâtiment? Alors non, parce que quand j'ai travaillé au HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, j'étais dans le bureau régional du Panama. Donc j'ai travaillé à Panama City. Okay. Mais où il y a quand même beaucoup de hauts buildings, donc tout va bien. Mais alors il faudrait quoi dans ta carrière pour que tu te retrouves à enfin bosser dans ce bâtiment? Parce que alors, les gens ne s'en rendent pas compte à la radio, mais tu as l'air jeune. Ouais, relativement. J'ai 35 ans. C'est jeune. C'est jeune. On a décidé, Guillaume, c'est jeune. C'est tout à fait jeune. Quelle était la question? Qu'est-ce qu'il faudrait après, maintenant, je dirais que c'est plus tant un rêve que ça aujourd'hui. Je suis très bien là où je suis à France Terre d'Asile aujourd'hui. D'ailleurs, je remarque qu'à Nova, il y a pas que le directeur qui descend les femmes, parce que je suis directrice du plaidoyer, pas chargée de plaidoyer. Ah, ok. Wow. Mais parce que pour moi, chargée de plaidoyer, c'était au-dessus. Voilà. Directrice, c'est un peu moins bien. Bien rattrapé, patron, bien rattrapé. Mais j'ai eu chaud. Moi, pour l'instant, je suis avec toi. Ouais. Donc Juliette, je suis avec toi. Je crois que j'ai le manuel de la mauvaise foi. Pierre, c'est à toi de décider. Moi, j'ai pas choisi encore. Il est de droite. C'est pas un scoop non plus. Hein. Alors, en tant que grande directrice de chargée de plaidoyer... On va pas aller jusque-là. Est-ce que tu peux nous présenter l'association France Terre d'Asile? Oui, bien sûr. Donc, France Terre d'Asile, c'est une association qui existe depuis 1971. Donc, elle s'est créée historiquement pour défendre le droit d'asile et très rapidement, elle a évolué aussi vers des missions très concrètes d'accueil et d'accompagnement des personnes demandeuses d'asile et réfugiés, notamment avec l'accueil de personnes qui fuyaient le Chili, donc après 1973 et le coup d'État contre Pinochet. Enfin, pardon, pas contre Pinochet, de Pinochet, contre Allende. Et donc voilà. Et donc de fil en aiguille, l'association s'est construite comme ça, avec aujourd'hui donc des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des structures aussi où on va héberger, accompagner les personnes donc soit qui demandent l'asile, soit celles qui obtiennent l'asile, donc les personnes réfugiées. On accompagne aussi les mineurs non accompagnés et on intervient aussi en centre de rétention administrative pour faciliter l'accès aux droits des personnes qui sont retenues en centre de rétention administrative. Et alors, en quoi l'association France Terre d'Asile diffère des autres associations qui existent déjà, notamment Utopia 56, que je cite parce que notre réalisateur Malo Williams est un fervent adhérent de Utopia 56, un donateur régulier. Et ils ont besoin d'argent, d'ailleurs, vous pouvez donner de l'argent à Utopia 56. Mais en quoi France Terre d'Asile diffère de ces associations? Ouais, alors nous, on est une association qui est en général définie comme une association opératrice de services publics. Donc nous, on est principalement financé par l'État pour réaliser des missions qui en fait sont des missions de service public qui relèvent de la compétence de l'État. Donc tout ce qui est l'accueil, l'accompagnement, l'hébergement des personnes en demande d'asile, ça relève de la compétence de l'État. Et du coup, c'est l'État qui, entre guillemets, délègue un peu ces missions-là à des structures en général associatives. Et donc nous, on revendique le fait qu'effectivement, ça reste une compétence de l'État et donc que les financements soient étatiques. Après, voilà, aujourd'hui, on voit que les financements sont de plus en plus restreints. Parce que à la fois il y a des besoins qui s'accumulent en termes d'accompagnement à la santé mentale, etc. Et du coup des moyens qui restent les mêmes, voire qui diminuent. Parce que par exemple l'année dernière il y a eu des fermetures de plusieurs milliers de places d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que tous les demandeurs d'asile ne sont pas hébergés aujourd'hui en France. Et le fait d'être une organisation donc financée par l'État, est-ce que ça fait qu'à intervalles réguliers, vous pouvez quand même vous trouver à lutter contre le gouvernement ? Alors, nous, on le définit pas comme lutter contre. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, en fait, on se retrouve à mettre en œuvre une politique publique. Donc, en fait, on est très bien placé pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et du coup, c'est aussi de notre rôle en tant qu'acteur associatif et aussi parce que on n'est pas juste un opérateur dans le sens où on nous donne des ordres et on exécute. On est aussi un acteur associatif qui avons un projet associatif qui défendons un certain nombre de choses. Et donc, dans ce qu'on met en place, on défend ça. Et en fait, dans ce qu'on constate, on est très bien placé pour voir
ben ça marche, ça marche pas. Et donc après, on va revenir auprès des interlocuteurs qu'on a, qui sont l'État ou les départements, par exemple, pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Et on va leur dire, en fait, nous, on recommande en fait que vous fassiez plutôt comme ça. Et est-ce qu'ils vous écoutent ? Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà, oui, c'était... C'est là le loup, on va dire, parce que après, clairement, il y a aussi une question d'angle, en fait. Globalement, nous, on considère qu'aujourd'hui, la politique migratoire, elle est beaucoup trop anglais selon une politique, disons que c'est un peu la philosophie d'une supposée théorie de l'appel d'air qui en fait n'existe pas, qui va infuser un certain nombre de décisions politiques. Et nous, donc on dit si on accueille, en gros, je résume, mais si on accueille trop bien les gens, ça va inciter plein d'autres personnes à venir en France. C'est ça la théorie. C'est ça la théorie. Ouais. Alors qu'en fait, on n'a jamais non plus complètement super bien accueilli les gens. Même si y a des choses qui sont faites. Alors jusqu'à l'année dernière, il y avait des places d'hébergement qui étaient créées en plus régulièrement. Du coup, c'est moins vrai aujourd'hui puisque l'année dernière, on a supprimé des places, donc créer encore plus de besoins alors qu'il y avait déjà des besoins existants. Mais du coup, effectivement, nous, ce qu'on défend, c'est quand même une vision davantage basée sur l'accueil. Et d'ailleurs, à la fois, c'est une vision qui va permettre de respecter les droits fondamentaux des personnes, ce qui est, bon, nous, on trouve ça plutôt pas mal. Ouais, disons que ouais. Voilà. Et en plus, globalement, le constat qui est fait et un certain nombre, la majorité des études économiques qui peuvent être faites sur le sujet montrent qu'en fait, c'est aussi un gain en termes économiques. Donc finalement, même des gens qui seraient pas hyper chauds pour respecter les droits fondamentaux pourraient s'y retrouver, quoi. Faut parler un peu leur langage, quoi. On essaye de trouver des arguments, quoi. Ouais. Et quelle est la tendance ? Est-ce que la tendance est bonne ou moins bonne ? Pourquoi tu demandes ça, Guillaume ? Je sais pas, je suis hyper curieux. Et je crois qu'il parle de fringues en plus. Alors, pour la saison 2025-2026... Les pantacours. C'est ça. Non mais en gros, même pour mettre les pieds dans le plat, si par exemple le RN arrive au pouvoir demain, il y a des chances que l'association France Terre d'Asile ne soit plus financée du tout, ou ne compte plus que sur les soutiens des citoyennes et citoyens. Nous, on essaye de se raccrocher peut-être désespérément, mais à une forme de rationalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors déjà, il y a un certain nombre... Juliette a pouffé. Il y a un certain nombre d'engagements internationaux, normalement, que la France doit respecter. Engagements internationaux, engagements européens et même constitutionnels. Donc, c'est pas si simple que ça non plus de changer du jour au lendemain de politique autour du droit d'asile. Et en plus, il y a quand même aussi des enjeux très concrètement. Si aujourd'hui, vous arrêtez d'héberger l'ensemble des personnes en demande d'asile sur le territoire... vous allez quand même avoir un petit problème. Et en fait, c'est pas vrai qu'on peut aussi... Alors, nous, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est pas vrai qu'on peut expulser tout le monde. Donc, de toute façon, il faut trouver des solutions. Merci Maëlle, on va continuer à chercher des solutions jusqu'à 20h. On va juste se quitter quelques instants pour une petite pause musicale dans laquelle il va être question d'exil également. Parce que j'ai choisi Florent Pagny. Alors, c'est l'exil fiscal. Non, allez. Mais c'est de l'exil quand même. Ah, d'accord. C'est l'exil quand même. Ça, c'est encore une fake news, Guillaume. On va pas du tout écouter Florent Pagny. Okay. Ça commence à devenir une marotte, cette histoire. On va écouter un titre... Mais on n'écoutera jamais, en fait. On va écouter un titre de 2019 qui est complète... Une marotte. Vous savez, Maëlle, travailler avec des abrutis... On est à l'antenne, je comprends. J'ai dit j'ai perdu ma voix intérieure. On va écouter donc un titre de 2019 qui est complètement raccord avec la thématique du jour. Une chanteuse qui s'appelle Mayra Andrade, qui va l'évoquer en créole capverdien. Ça s'appelle Vapor de Imigración, c'est-à-dire les vapeurs des bateaux d'immigrants. C'est super beau. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invitée Maëlle Léna, directrice du plaidoyer à l'association France Terre d'Asile. Et il est l'heure de retrouver celui qui vient de trouver justement asile autour de notre table après une longue errance dont il a fait une œuvre. Ainsi va la vie de Thomas VDB. Bonsoir les amis, bonsoir, merci à tous. Alors moi, la semaine dernière, j'étais en vacances
Et comme on sait tous, c'est vrai que le soir en vacances, on s'ennuie. C'est vrai, on sait pas trop quoi faire. Et moi, ça m'a fait, je sais pas, il y a un truc de traviole qui est parti dans ma tête. Et là, boum, je sais pas ce qui s'est passé. Et tous les soirs, j'ai regardé CNews. Et chaque soir, longtemps. Et alors, je sais qu'il y a plein de gens qui sont là. Attends, mais CNews, moi, je peux pas. Je suis là, mais es-tu fou? Je dis, mais c'est fabuleux. Que de délices rhétoriques, que d'à droite, joute verbale. Oui, de joute verbale à droite, surtout. Mais CNews, regardez avec la bonne perspective, c'est une source de divertissement infini. Bah oui, tous les jours, ils trouvent une nouvelle raison de se mettre en colère. Et moi, j'ai l'impression que plus je les regarde s'énerver sur CNews, plus ça augmente mon taux de sérotonine. Tu vois, je regarde, mais c'est du petit lait. C'est du petit lait. À se demander si dès le matin sur CNews, ils arrivent pas au bureau hyper vénères pour regarder après comment ils vont pouvoir utiliser tout le courroux qu'ils ont accumulé dans la journée. C'est ça. Ah, salut, ça va? Le tien, bah non, le Louvre a été cambriolé. Oh putain, mais maintenant, je sais pourquoi tu es énervé, au moins. Vous voyez qui c'est sur CNews, le présentateur Gauthier Lebray? Ah, bien sûr. Ah bah attends, oui. Si Pascal Pro c'est Yoda, Gauthier Lebray c'est Luke Skywalker. Gauthier Lebray, il anime les débats le soir sur CNews. Donc lui, t'as l'impression que toute la journée, il accumule tous les petits trucs qui l'énervent. Et le soir, il lâche les chevaux à l'antenne. Il ouvre les vannes. Et le gars, il est là, je rappelle qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Mais parce que moi, gros coup de bol, la semaine où je regarde CNews, c'est pile la semaine où Sarko est incarcéré. Je peux dire, j'étais même pas du petit là, j'ai l'impression que CNews, ils m'ont donné la tétée. Toute la semaine. Le gars, il était en boucle sur Sarko, il était « Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel !» Non mais à la rigueur, pensez-y. Je sais pas si un jour vous êtes arrêté pour excès de vitesse, vous dites aux gendarmes « Non mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. » Et ça marche, hein. Non, puis ils ont montré des images de la manif en soutien à Sarko. On voyait une dame qui tenait un panneau, il y avait écrit « J'ai honte de vivre en France ». Et t'es là, pardon madame, si je me trompe, mais il me semble que la France, tu l'aimes ou tu la quittes, non Je sais pas, c'est le gars que t'es venu soutenir qui disait ça. Bon. Non mais le truc qui rassemble quand même tous les soutiens de Sarko, c'est quand même cette capacité exceptionnelle à se voiler la face. Je me dis, mais peut-être on n'est pas dans la même réalité. J'ai dit, peut-être ils voient autre chose que nous. Peut-être que pour eux, quand ils regardent Sarko, je sais pas, c'est un grand blond danois. Je sais pas. Et du coup, pour prouver que Sarko, il doit absolument sortir de prison, sur CNews, ils disent « Non, mais il subit déjà des menaces en prison !» Et là, ils montrent une vidéo d'un gars qui gueule depuis sa cellule. Le gars, il gueule comme ça, il dit « Sarkozy, la chatte à ta mère !» Et t'es là, c'est vrai, c'est pas élégant, la chatte à ta mère, mais c'est pas une menace, hein, c'est vrai. Et le gars, il a déjà été mis en garde à vue. Je suis sûr, il est déjà en prison. Et là, sur CNews, ils repartent, ils sont là, mais de toute façon, c'est n'importe quoi, sortez-le de là, ouais, libérez Sarko et tout. Et moi, je suis là, je regarde, c'est carrément de la faisselle. Ah non, je te jure, vraiment, c'est... Et non, ça leur fait de la peine à tous que Sarko, ils sont en prison. Et moi, pareil. Moi, j'ai de la peine aussi, mais pas pour Sarko, plus pour Fabrice Arfi de Mediapart. Parce que Fabrice Arfi, c'est vrai, j'adore le voir s'exprimer sur l'affaire Sarko. Parce que ses arguments, à chaque fois, mais ils sont tellement imparables. À chaque fois. C'est clairement lui, qui explique le mieux l'affaire, à chaque fois. En tout cas, à chaque fois qu'il part dans une émission, moi, je suis là, vas-y, dis-leur ça. Ouais. C'est ça, on est tous les mêmes. À chaque fois que je vois Fabrice Arfi à la télé, je suis là, vas-y, mets-leur ça dans la gueule. Vas-y, ouais. Et tous les soirs, sur tous les plateaux, le gars, il démérite pas, il y va expliquer le boulot des juges. Des gens qui n'ont strictement aucune envie de comprendre, mais il y va quand même. Les gars en face, ils sont là, mais c'est de l'acharnement contre ce pauvre homme de Scandinavie, originaire de Copenhague. Qu'est-ce qu'il peut bien être en train de faire, franchement, en ce moment, Sarko? Pardon, je change de sujet, mais c'est une question que je me demande hyper souvent. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Je me dis, probablement des tractions. Je me dis peut-être qu'il a le droit de demander à un autre gars de le soulever pour attraper la barre. C'est vrai, on sait pas. Non, parce que c'est vrai, on sait qu'il n'a pas le droit de croiser d'autres prisonniers. Et c'est dommage parce que j'imaginais trop le moment, moi, où il devient pote avec un prisonnier qui est là depuis 20 ans et qu'il prend sous son aile. C'est où genre à la cantine, il est là, il dit là-bas c'est Jojo la combine. Il dit si t'as besoin d'un paquet de clopes, d'un téléphone, c'est à lui qu'il faut demander, t'hésites pas. Et Sarko est là, pour mes séances de sport j'aurais besoin d'un escabeau.
Non mais c'est fou, toutes les 10 minutes, je pense à Sarko. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? La nuit, je mets mon réveil pour me dire, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Et je pense, je fais ça parce que comme je me dis, il va pas rester longtemps enfermé, j'essaye d'amortir au maximum son temps de prison. En fait, c'est pour ça que j'y pense le plus souvent. Parce que quand il sortira, forcément, il y en aura plein qui seront là. Non, j'aurais dû en profiter avant. Bah ouais, les gars, Sarko en prison, c'est comme une éclipse. C'est pas fait pour durer. Donc faut saisir l'instant, les mecs. Au revoir à tous, merci. Thomas Médéné. Merci Thomas. On retrouve en librairie Castorama le carton, le best-seller de Thomas Médéné. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours avec Maëlle Léna de l'association France Terre d'Asile. On va parler des mêmes sujets que CNews, mais pas forcément dans les mêmes termes. On parle donc d'asile. S'il vous plaît. Voilà, on va essayer, hein, pas si on va réussir. Non, on parle d'asile et on parle d'immigration. Parlons concrètement, d'où viennent les personnes qui demandent l'asile en France, majoritairement? De quel pays? Alors, les personnes qui ont... Alors, je peux vous dire sur les personnes qui ont obtenu l'asile l'année dernière. Ouais. Alors, la première nationalité, c'est l'Ukraine, figurez-vous. Ok. Alors, oui et non, parce que en fait, les Ukrainiens, ils ont, pendant les premières années de l'élargissement du conflit en Ukraine, été placés sous un statut spécifique qui est la protection temporaire. Donc, au début, ils n'avaient pas besoin de demander l'asile. Okay. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à basculer sur la demande d'asile. Bon, après, là, on est dans des détails un peu technique, mais voilà. Ah ouais. Et donc ensuite, c'est l'Afghanistan. Ensuite, la République démocratique du Congo. Et en 5e position, vous avez la Guinée, 4e, la Guinée, et ensuite la Côte d'Ivoire. Et alors, quels sont les critères pour obtenir l'asile en France? Alors, les critères, en fait, c'est des critères qui sont définis de manière internationale par la Convention de Genève qui a été adoptée en 1951. Okay. Donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il y a en fait 5 critères. Donc une personne, pour être reconnue comme réfugiée, en fait, elle doit déjà être hors de son pays de nationalité. Enfin, de nationalité. Ah ouais. Et du coup, elle doit... Alors le texte dit craindre avec raison d'être persécutée. Donc pour, en fait, 5 différents types de motifs. Il y a des motifs politiques qui sont en général les plus connus parce qu'on entend souvent l'expression réfugié politique, mais c'est pas les seuls, en fait. Parce qu'il y a aussi des motifs religieux, des motifs de nationalité, les motifs d'appartenance à un certain groupe social. Donc là-dedans, on a... Ça peut être une personne LGBT. Voilà, exactement. Okay. Ça peut être une personne LGBT, ça peut être, par exemple, des personnes accusées de sorcellerie dans certains pays. Enfin voilà, on peut trouver un certain nombre de choses. Mais comment on peut prouver tout ça? Enfin, comment quelqu'un qui est en situation d'être un réfugié, un demandeur d'asile, donc qui arrive dans des conditions... On peut le supposer catastrophiques. Comment est-ce qu'il peut prouver? Avec quoi? C'est sur sa bonne foi? Alors en fait ça dépend parce que vous avez des personnes qui, alors c'est pas la majorité mais qui ont quand même un peu le temps de préparer leur départ. Donc une partie des personnes vont arriver soit en ayant demandé un visa, soit elles arrivent aussi en France sans avoir de visa parce qu'elles en ont pas besoin parce que leur nationalité fait que elles n'ont pas besoin de visa. Mais ensuite vous avez effectivement plein de personnes qui partent de manière complètement précipitée et qui du coup n'emportent pas avec elles nécessairement ni même leur papier d'identité ou quelques autres éléments de preuve. Donc effectivement, tout ça va être en fait établi pendant un entretien de demande d'asile qui est réalisé au niveau de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA. Et si ensuite vous avez une décision de rejet de la part de l'OFPRA qui dit non, on vous reconnaît pas le statut de réfugié, vous avez le droit de faire appel devant la Cour nationale du droit d'asile, qui là est une juridiction. Mais tout ça est très long, non, j'imagine? Alors, ça, c'est de moins en moins long aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de moyens justement qui sont mis pour réduire les délais de traitement des demandes d'asile, mais ça reste quand même assez long. Aujourd'hui, devant l'OFPRA, on est quand même autour de 6 mois, peut-être un peu moins maintenant en moyenne. Et ensuite, devant la CNDA, c'est pareil, ça peut durer... CNDA, est-ce que tu peux nous dire? Pardon, Cour nationale du droit d'asile. Ouais, moi, je savais, moi. Et donc, du coup, en tout, ouais, ça peut durer, ça peut durer bien facile 1 an, voire plus pour certaines personnes. C'est des moyennes, donc évidemment, il y a moins, il y a plus, quoi. Et pour les refus définitifs, est-ce que c'est les fameuses OQTF dont on entend parler à longueur de temps? Alors, c'est pas exactement équivalent. En fait, quand vous avez, par exemple, donc vous allez devant la Cour nationale du droit d'asile parce que vous avez eu un premier rejet de l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile rejette encore une fois votre demande.
Là, alors, en général, là, vous n'avez plus trop d'issues. Alors, vous pouvez faire une demande de réexamen si jamais il y a des nouveaux faits qui sont survenus entre-temps. Ou si vous avez... en général, il faut que ce soit des nouvelles choses qui sont arrivées qui font que on peut vous considérer... Par exemple, si vous êtes... recherché par la police et il y a où vous avez été condamné par un tribunal parce que vous êtes un opposant politique, et ben là ça peut être considéré. Si la situation du pays change, etc. Voilà, exactement. Donc vous pouvez faire une demande de réexamen, mais en effet la majorité quand même se retrouve sans solution en fait. Mais du coup, les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, c'est des décisions administratives qui sont prises par les préfectures. Donc c'est pas exactement la même chose, même si aujourd'hui il y a une forme d'automatisation de l'octroi d'OQTF. Et c'est ça qui pose problème, parce qu'en fait, la France, on est le pays qui en émet le plus. On est autour de 130 000 OQTF par an. Ce qui en fait n'a pas de sens, parce qu'ensuite vous allez avoir tout un tas de personnes qui de fait ne peuvent pas être expulsées parce que leur situation personnelle fait que elles ont de très bonnes raisons qui sont reconnues par la loi ou les décrets de pouvoir rester en France. Soit, en fait, de toute façon, vous ne pourrez jamais les renvoyer dans leur pays d'origine. Traquer 130 000 personnes. En plus, il y a ce sujet-là. Et du coup, aujourd'hui, il y a un taux d'exécution, donc de renvoi vraiment effectif des personnes qui est très faible, ce qui ensuite alimente des discours d'extrême droite autour de l'impuissance de l'État, mais que fait l'État sur les questions migratoires. Donc en fait, on se tire un peu une balle dans le pied avec cette question des OQTF. On va en reparler jusqu'à 20h, reste avec nous. Merci pour ton travail, merci de nous réconcilier avec l'espèce humaine. Pour continuer à se fâcher contre l'espèce humaine, elle est là, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Thomas Vélébé qui reste avec nous. Et notre invité Maëlle Léna de l'association France Terre d'Asile. Avant de continuer avec toi Maëlle, on va juste prendre quelques secondes pour faire un petit bilan de l'état du monde. Spoiler, ça va pas fort. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Voilà, il s'en est passé des trucs en 15 jours. Hein. On devrait pas partir en vacances parce que t'es là, hop, tu clignes des yeux, paf, un nouveau gouvernement, hop, les bijoux de la couronne se font la malle, hop, Trump a dit de la merde, hop, Macron a pris une petite pelle pour ramasser et s'en faire un collier. Ça va trop vite. C'est une folle période. Vous allez voir dans cette chronique, vraiment, vraiment c'est encore plus fou que vous pensez. On va commencer classico. J'ai parlé des bijoux. Rachel Kahn nous parle de ça. Bijoux, je le rappelle, d'une valeur inestimable. Valeur inestimable, ça me fait penser, je fais un parallèle peut-être un peu stratosphérique, mais ça me fait penser, on a en France tué 2 professeurs. Et là, aujourd'hui, en France, dans le plus grand musée du monde, le plus prestigieux, on est dans cette guerre contre notre histoire, notre transmission, notre bien commun. En direct de la stratosphère. On part dans le calme, l'assassinat de 2 profs avec vol des rubis de l'archiduchesse de mon cul sur la commode. Bon, là, c'est un classique. Hein, je dirais c'est une semaine normale, mais... C'est une semaine où Thomas en a parlé, on a beaucoup parlé de l'incarcération de Sarkozy, un riche en prison, du coup les riches, ils sont pas contents. C'est un choc pour des gens comme nous. Pour des gens comme nous, c'est terrible. On n'est pas fait pour ça, nous ne sommes pas des animaux. Être enfermé en étant innocent, parce qu'il est innocent, c'est absolument sûr. Bon, alors, il est innocent, bien sûr. Vous êtes un ami de Nicolas Sarkozy. Oui. Et il faut le dire, évidemment, aux auditeurs. Alors, quand Pascal Praud fait preuve de déontologie, c'est vraiment une chaleur très très grave. Moi, j'étais inquiet. Je dis, putain, il est malade, Pascal. Alors, je tiens à vous rassurer, c'était passager. Parce que devant un autre chroniqueur, autre discours. Vous accusez quelqu'un d'avoir fait quelque chose. Il est présumé innocent. La France est humiliée. Bah oui, la France, bien sûr, la France est humiliée. Bah oui, elle est humiliée. Enfin, bien sûr, si vous ne le voyez pas, c'est que vous voyez pas grand-chose. Là, vous exagérez. Non, j'exagère pas. C'est pas mon genre. Ce n'est pas le genre de Pascal Praud, c'est vrai. Moi, c'est pas mon genre de faire une fixation sur Pascal Praud non plus. Pas du tout. Mais il est fascinant. Par exemple, avec Maëlle Léna, France Terre d'Asile, on parle d'immigration dans cette émission. Et Pascal Praud, figurez-vous, il est favorable à l'immigration, mais seulement quand il parle football.
quand il parle Ballon d'Or, par exemple. Sur 5 Français, il y en a 4 dont le père ou le grand-père n'était pas né en France. Ah là, c'est open bar. Hein. Non, mais là, c'est, je veux dire, la France a parfois, je veux dire, c'est bien aussi d'avoir des arrivées de l'extérieur qui glorifient ce pays et qui glorifient ce pays. On sent la déception autour de la table. On sent qu'il n'est pas sur ses appuis. Hein. Il est pas solide. Mais il prend des risques. Il vient de se jeter en slip, un bout de viande à la main, dans la mare au crocodile de sa propre émission. Je rends hommage à ces Français qui ont porté haut Il glorifie le pays, sauf quand il refuse de chanter la Marseillaise, entre autres. Entre autres choses. Non, mais il y a un moment de... Pourquoi pas dire les choses? Bon, on va marquer... c'est le plus... Pourquoi vous refusez, Pascal Praud, de dire les choses? Refusez de dire les choses, Pascal Praud, c'est mal, dites-le. Le type, il a 2 doigts de se faire virer de sa propre émission, là, pour propos gauchistes. C'est pas du courage, quoi. C'est du courage. Ou de la bêtise. Mais concernant Pascal Praud, ça m'étonnerait. Donc vive, alors l'immigration par exemple algérienne, car qui ne chantait pas la Marseillaise? Karim Benzema. Il a une image parfois qui est contrastée, c'est un gentil garçon, Karim Benzema, et c'est un type qui n'a pas eu un carton rouge dans toute sa carrière. Donc franchement, il n'y a pas de procès à lui faire sur son comportement. C'est au journaliste. Voilà. La pause. Allez, terminé. Il en a plein le cul. Mettez Pascal Praud en pause, mettez le monde en pause, on a besoin de souffler un peu. Bonne psychothérapie mondiale à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Oh, bah, je vous en prie. Il m'avait bien manqué. Guillaume, tu publies un livre pour changer. Oui, ça faisait longtemps, ça fait 15 jours. Une BD avec Loïc Sénan qui s'appelle C'est Loumi, l'Odyssée du poisson pané. Une BD jeunesse. Voilà, aux éditions Delcourt. Et on te remercie pour ça, Guillaume. Merci pour la publicité. Je t'en prie. On est toujours sur Nova avec Maëlle Léna de France Terre d'Asile. Et j'avais une question à te poser par rapport à ce qu'on vient d'entendre dans la chronique de Guillaume. La connerie. C'est pas du tout ça que j'ai pensé. J'ai vraiment Parfois, le cerveau dit des choses. Hein. Je sais pas, je vais pas voir le psy. Dans ce genre d'endroit de médias, on entend beaucoup parler d'OQTF et de mineurs isolés, 2 contextes qui sont amplement utilisés comme épouvantail. Est-ce que vous avez l'impression de passer votre temps à devoir déminer le sujet, débunker à peu près tout, réexpliquer ou pas ? Alors, en fait, il y a peut-être deux cas de figure dans la question, parce qu'il y a l'appropriation de ces sujets par les médias d'extrême droite, donc avec énormément de contre-vérités, voilà, et où là, vraiment, la question se pose de est-ce que ça vaut le coup, en fait, d'y aller, de se battre, alors qu'on est complètement mis en minorité et dans des dispositifs qui sont pas du tout en faveur des faits, concrètement. Ouais. Et après, il y a le rôle que nous, on considère qu'on a à jouer dans la sensibilisation du grand public. Parce qu'en fait, alors justement, du fait aussi de tout ce discours médiatique et un peu de cette pollution, notamment faite par les médias d'extrême droite, mais aussi relayée, enfin, qui de fait se retrouve aussi reprise par un certain nombre d'autres types de médias, etc., on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de sensibilisation à faire sur des choses assez basiques, et c'est tout à fait normal que tout un chacun ne soit pas nécessairement au courant de qu'est-ce que c'est que la différence entre un demandeur d'asile, une personne réfugiée, quels sont les critères pour obtenir l'asile, etc. Et donc nous, on considère que voilà, on a cette fonction-là aussi, donc on intervient dans des écoles, dans des festivals, etc. Et on essaye de créer un certain nombre de moments de sensibilisation où on va essayer justement de renseigner les personnes sur les faits. Justement, on parlait des mineurs isolés. Donc ça, c'est une thématique qui a beaucoup reprise par l'extrême droite, qui passe son temps à dire les mineurs ne sont pas tant que ça mineurs, ils ont l'impression d'avoir plus de 18 ans. Est-ce qu'il y a un flou juridique à ce niveau-là? Je me souviens qu'à un moment, on parlait de tests osseux pour déterminer si quelqu'un est majeur ou pas. Est-ce que ça existe toujours, ce genre de truc? Alors, les tests osseux, c'est quelque chose auquel on s'oppose fermement au niveau de France Terre d'Asile. Nous, on défend le fait qu'il y ait une évaluation sociale de l'âge qui soit faite, mais c'est vrai que l'enjeu de l'évaluation de la minorité, c'est extrêmement... c'est un enjeu clé, en fait, pour ces personnes, parce que si jamais... En fait, dans la loi française aujourd'hui, il n'y a pas de présomption de minorité. C'est-à-dire que les enfants arrivent... ils vont avoir une première évaluation, donc ils vont se déclarer mineurs, ils vont avoir une première évaluation et la responsabilité. Donc
Tout ça, c'est fait par l'aide sociale à l'enfance, qui en fait est une compétence des départements. Okay. Donc la première évaluation, elle est faite soit par les départements eux-mêmes, soit par des associations qui sont missionnées par les départements. Donc c'est quoi, c'est s'ils ont des papiers ou ce genre de choses? Ça dépend en fait, justement. Il y en a qui arrivent avec des actes de naissance ou d'autres types de papiers. Il y en a qui arrivent sans rien. Donc là encore, on est face à l'enjeu de comment est-ce qu'on prouve qu'on est mineur. Donc c'est vraiment voilà, un faisceau d'indices par rapport au parcours, etc., qui est censé permettre de déterminer. C'est pas évident, de fait. Ouais. Et c'est là tout l'enjeu, parce que si jamais... Et nous, on défend le fait que la présomption de minorité soit inscrite dans la loi, parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si jamais il y a la première évaluation qui dit « vous êtes pas mineur », et en fait, les personnes concernées se déclarent quand même encore mineures. Donc en fait, elles n'ont pas accès aux structures d'hébergement généralistes qui sont normalement réservées aux personnes adultes. Donc mais elles ne sont pas non plus prises en charge par les structures de l'aide sociale à l'enfance. Donc en fait, elles se retrouvent dans un espèce de no man's land qui fait que, et c'est là qu'interviennent par exemple des associations qui vont pas être financées par l'État comme Utopia 56 et qui font un travail essentiel aussi, justement de venir en fait combler ces lacunes de la politique publique, parce qu'aujourd'hui on a pour les mineurs non accompagnés, on a ce gros trou noir de quand ils sont en recours devant les tribunaux. Donc ils sont encore en recours, donc leur situation elle n'est pas définie de manière finale de fait. Ouais, c'est flou. Et donc ils sont pas présumés mineurs. Non, voilà, ils sont pas présumés mineurs, mais le problème c'est que vu qu'ils se déclarent majeurs, ils ont pas non plus mineurs, pardon, ils sont pas non plus accès aux structures qui permettraient de les prendre en charge. Mais le problème aussi c'est que ces structures, s'ils sont bien mineurs, elles sont pas adaptées non plus, puisque quand vous êtes mineur, l'objectif c'est pas de se retrouver hébergé avec des personnes majeures, quoi. On va parler de la situation des femmes dans quelques instants, parce que c'est aussi une des préoccupations de France Terre d'Asile, avec des demandes et des spécificités. Mais avant ça, notre fin limier, Aymeric Lomprey, a mené l'enquête. Parce qu'on voit bien quand même que Maël, il y a des choses que tu n'oses pas nous dire depuis le début de l'émission. Oui. Voici donc ce que vous ne savez pas sur l'invité, et que même l'invité ne sait pas sur elle-même. Breaking news. Je viens de l'apprendre à l'instant. Restez avec nous. Oh my fucking god! By Aymeric Lomprey. Wow. Maël, bonjour. Ouais, bon, elle est là avec nous depuis le début. Hein, donc... Bon, tu vas pas le dire à chaque fois. Pardon. Ça s'appelle du professionnalisme, voilà. Comme ça, là, tu vois ce que c'est le professionnalisme? Jamais entendu. C'est quand les gens ils sortent de mon spectacle et ils disent « Et donc c'était pas pro ça ». Et ben le professionnalisme, c'est l'autre. Maël, bonjour. Bonjour. Bon, je recommence parce que VDB il a rigolé au... Aïe. Maël, bonjour. Ah non, alors, depuis le début. Alors Maël, c'est incroyable ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, car vous ne le savez pas, et nous non plus, mais vous avez déclaré avoir déjà croisé dans votre vie une vie extraterrestre. Allez. Oui. C'est pas vrai. Oui, elle existe, ils existent selon elle, hein. En effet, vous avez déclaré en 2016 dans MDMA Magazine « Je me promenais dans mon jardin afin d'exterminer des chats, des taupes et un âne. Quand tout d'un coup, une lumière très forte et très dense m'a ébloui. J'ai levé la tête au ciel et avant même de pouvoir crier « J'ai pas lu tous les albums de Tintin !» Je fus alors aspiré comme un chip dans un Dyson. Et je me suis retrouvé dans un vaisseau vide et froid. Quoi? Je sais pas. C'est vrai que c'est moins bien que ça roustant, mon truc. Non. Au bout de 10 minutes, deux formes étranges se sont approchées de moi. L'une ressemblait à un lit baldaquin et l'autre à David Douillet. S'approchant de moi, je n'ai pas pu crier, car ma bouche avait disparu. Elle se trouvait au niveau des genoux. Ils m'ont ensuite endormi via la pensée et je me suis réveillé le lendemain dans un Buffalo Grill. Alors c'est une histoire bien étonnante que vous nous racontez là. On a tous tendance à se moquer, hein, voilà, ou même à faire des railleries. Ils rigolent pas au bon moment, les copains. Mais vous avez des preuves. Vous avez des preuves qui nous montrent bien la véracité de vos propos. Oh. Véracité. Non, c'est propos. Ah, pardon. Là, c'est un peu le ventre mou de l'émission.
C'est en dessous des pubs, on m'a dit en audience. Bon. Alors on pense tous à la kinesthésie, à la téléportation ou au changement d'état, gaz, eau, solide, liquide, colère, pas colère. Mais j'invente là, Juliette. Mais pas du tout. Alors vous avez, je vais en citer quelques-uns de vos nouveaux pouvoirs. Je vais pas tous les citer parce que vous dites que vous avez plus de 1000. Alors par exemple, vous arrivez à deviner l'heure à 2 heures près. On vous écoute? Il est 17h30. Waouh, c'est ouais. Pas loin, ouais, pas mal. Vous avez également le don d'arrêter les grippins à distance. Mais que des grippins, vous me disiez, parce qu'en loge, voilà, on a essayé d'éteindre la lumière à distance et c'est que le grippin de Pierre qui s'est éteint. Hein, voilà, Pierre qui vient toujours avec son grippin. Mystère des vedettes. Vous savez également par cœur le résultat 7x7. Oula. Oh non, attends, non. Le pire, c'est que j'ai fait un bac S. Ouais. Putain, j'en ai choisi un facile en plus. 7x7, c'est pas évident. 64. Alors, non. Depuis cette rencontre, vous arrivez également à... Je découvre ce que j'ai écrit. Vous arrivez donc aussi à ne pas dépasser 8 ricochets quand vous lancez un caillou dans l'eau. Ouais. Mais vous faites systématiquement 8 ricochets, c'est ça que vous me disiez, voilà, même quand vous lancez un caillou qui n'est pas dans l'eau. Vous pouvez également lire l'avenir dans les mains des vendeurs Sephora. Vous voulez que je les fasse tous? Il y en a 1000, hein. Ah ouais. Bon, on va pas tout citer, mais sachez qu'on vous croit. Et je m'adresse à tout le monde. Sachez qu'on vous croit ou non. Alors allez jusqu'au bout de vos rêves. Wow. Merci beaucoup, Aymeric, pour ce travail. Car je sais que tu y passes du temps à enquêter. Non mais celle-là en plus. Ah non mais c'est magnifique, c'est intense, du bon boulot. Puisque tu es en forme aujourd'hui, Aymeric, j'ai même envie de te confier la prochaine séquence d'émission qui est une pause musicale avec une chanson. Allez, on t'écoute chanter maintenant. Ragaton. Je refais la chronique. Bon, Juliette, peut-être. Si... Non, bah, c'est pas grave. Dans la vallée. De dans la vallée. J'ai pu entendre les échos. Les poils. Allez, voilà. Sur les plaines. Allez. De la montagne américaine de chassadeurs de garçons, ma femme, mon fils. Non, attends, laisse-nous terminer. Tap, Juliette. Allez, Juliette intervient. Terre brûlée. Au vent. On a perdu le contrôle de l'émission. On s'en branle des pubs, des verres. Non, mais c'est pas les pubs, c'est un disque. Bravo, Aymeric, bravo. Merci. Oui, allez, et pour persister dans la beauté, ou juste pour en trouver un petit peu, on va écouter le titre Just Two Girls du groupe anglais Wolf Alice, une lettre d'amour aux amitiés féminines. Et j'en profite pour embrasser fort et plein toutes mes copines. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invitée Maëlle Léna de l'association France Terre d'Asile. On parle d'humains parfois traités comme des animaux, alors qu'on devrait déjà pas maltraiter les animaux. Et c'est pas elle qui va me contredire, c'est Marie Trébert. Bravo. Alors, je voulais vous raconter mon lundi. Lundi, j'ai eu la chance d'apercevoir depuis mon jardin une des plus incroyables migrations animales, celle des grues cendrées. Ces oiseaux de 2 mètres d'envergure se suivaient en formation dans le ciel pour rejoindre le sud de l'Espagne. Mais lundi, j'ai aussi appris qu'un bateau transportant 40 personnes a fait naufrage en Méditerranée. 4 migrants, des hommes, ont perdu la vie. Et puis mardi, j'ai vu les dernières hirondelles partir pour l'Afrique. Elles virevoltaient comme des petites cascadeuses. C'était incroyable. Et mardi, j'ai aussi appris que 18 personnes sont mortes lors du naufrage d'une embarcation de migrants au large de la Libye. Alors oui, pour les passionnés d'ornithologie, le mois d'octobre est une période fabuleuse qu'on qualifie de grande migration. Alors que chez nous, les humains, un humain qui migre, on appelle ça le grand remplacement. Pour les oiseaux, migrer est une question de survie, de sécurité alimentaire. Et nous, humains, nous émerveillons de les voir emprunter leur couloir migratoire. En Méditerranée aussi, il existe des couloirs migratoires, mais bizarrement, aucun ornithologue ne se presse pour aller s'extasier devant cette espèce qu'est le migrant. Et oui, apparemment, pour certains humains, les migrants sont des animaux à part entière, errants, parqués sur des embarcations, entassés comme de la volaille filant droit vers l'abattoir. On les stocke dans des jungles, on leur jette de la nourriture comme à des poules, on les traque et on les régule. Chez nous, la cigogne est un miracle, mais une personne soudanaise, c'est un problème. Question de plumage sûrement. Migrant. Un mot fourre-tout troublant. Le migrant est-il un réfugié, un demandeur d'asile ? Un mot qui permet de détourner le regard et de laisser place à d'autres qualificatifs. Cafard, singe, chien, parasite, punaise, rat.
Le 9 octobre 2023, le ministre israélien de la Défense lancera « Nous combattons des animaux humains ». Plus on déshumanise par le qualificatif animal, plus c'est OK d'oppresser et d'abattre. Cet été, les migrants de la prison d'Ice à Miami ont été volontairement contraints de s'agenouiller pour manger comme des chiens. Alors, si chez l'animal, la migration émerveille l'humain, celle du migrant est qualifiée de maladie, de crime. Alors, on lui ferme les frontières, c'est une espèce envahissante qu'il faut empêcher d'entrer. Alors, on l'isole et on l'animalise. Mais on ne sait pas, peut-être qu'à tout moment, Bruno Retailleau va imposer un QCM aux oiseaux migrateurs qui voudraient fouler le sol français. Question A. Quelle est la spécialité culinaire française qu'un oiseau migrateur doit connaître ? A. Le foie gras, pour apprendre qu'ici, la souffrance, c'est du patrimoine. B. Le pigeon rôti, symbole de la réussite d'intégration, grillé, mais bien français. C. Le poulet braisé. Attention, très salé celui-là, c'est celui qui te tabasse à la frontière. Cet été, une étude scientifique publiée par l'Institut Max Planck a décortiqué plus de 100 publications sur la migration des animaux. Oiseaux, mais aussi insectes ou baleines. Et ils se sont rendus compte qu'en prenant du recul et un regard plus collectif sur les migrations animales, ils s'en dégageaient une chose assez étonnante. La migration crée du lien. Les scientifiques ont découvert que la migration est une période qui augmente les interactions bénéfiques entre les individus, offrant des opportunités d'échange, d'information et d'apprentissage. Certains oiseaux solitaires se déplacent en masse dans le ciel lors de migration. Des animaux territoriaux changent de comportement pour se souder aux autres et survivre. Les baleines s'échangent des informations à des milliers de kilomètres chacune. L'entraide fait tomber les frontières. La nature synchronisée des mouvements migratoires relie collectivement. Mieux encore, c'est tout le contraire de l'isolement. La migration rend plus intelligent, plus apte à survivre aux transformations du monde. La nature crée du lien là où nous créons des murs. Chez nous, l'espèce animale la plus sociale du vivant, migrer, accueillir celles et ceux qui se déplacent pour vivre, est devenu un vrai sujet de panique et de menace. Ce qu'a oublié l'humain, c'est que nier la migration des autres nous condamne. Toute frontière qui empêche la circulation des corps et des idées fragilise l'intelligence collective. Alors peut-être qu'il serait temps de réapprendre ce que les baleines susurrent, ce que les oiseaux dessinent dans le ciel, ce que les insectes tracent selon les vents, que migrer, ce n'est pas envahir, c'est se rejoindre, partager et prendre soin collectivement. Merci de m'avoir écouté. Marie Prévert, merci beaucoup Marie. Bon, je conseille la chaîne YouTube, la boîte à curiosité. Merci beaucoup pour cette chronique. On est toujours avec Maëlle Léna. J'ai juste une petite question. Puisque Marie parlait du fameux questionnaire, est-ce que ça existe toujours, ça, ce questionnaire pour savoir est-ce qu'on mérite ou pas d'être français ? Oui, tout à fait. Ouais, et d'ailleurs, Bruno Retailleau, en cadeau de départ, a publié un décret avec un nouveau questionnaire mis à jour. Je crois que c'est 40 questions sur l'histoire de France, ce qui est assez intéressant puisque c'est aussi une certaine version de l'histoire de France. Donc c'est son ajout à lui, ça, c'est son truc perso qu'il a. Il a publié ça vraiment quelques jours avant de quitter le ministère de l'Intérieur, quoi. Ok, et les questions, elles relèvent de quoi ? C'est alors je pense pas qu'il parle de génocide vendéen, mais est-ce qu'on a le droit de tricher comme lui à Interville ? C'est vrai qu'il avait triché à Interville. Ouais. Quelle est la place au Puy du Fou ? Non, mais il y a des questions. Oui, c'est ça. Alors je les connais pas par cœur, mais voilà, il y a des grands pans de l'histoire de France. Enfin, je pense pas qu'il s'attarde beaucoup sur. Non, je l'ai pas essayé. Mais d'ailleurs, il faut avoir, je crois, 36 sur 40 pour pouvoir, oui, ou quelque chose comme ça. Ou comme non, le code. 7 Comme sur le code. 20. Enfin, en tout cas, il faut avoir, je crois qu'il faut avoir l'équivalent de 16 sur 20 pour pouvoir obtenir la nationalité française. Donc c'est du costaud et c'est une certaine vision, on va dire, de l'histoire de France. Ouais. On ira le passer, on ira voir sur Internet pour le passer, pour voir si on mérite d'être toujours français. Merci beaucoup Maëlle, reste avec nous. Merci Marie Trébert, qu'on peut applaudir encore. Et je rappelle la chaîne YouTube, la boîte à curiosité. Vous pouvez aller vous abonner dès à présent, il ne va rien se passer d'intéressant puisque vous l'avez compris, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Marie Trébert qui est restée avec nous et notre invitée Maëlle Léna de l'association France Terre d'Asile. On parle de migration, de ceux qui fuient les guerres, les catastrophes naturelles, les crises économiques, bref, les cataclysmes. Et s'il y a bien une personne qui incarne l'idée même de cataclysme dans cette émission, c'est lui, c'est Pierre-Emmanuel Barré. Merci. Merci. Vous me fascinez.
Vous me fascinez à être joyeux comme ça toutes les semaines, à dégouliner d'enthousiasme. C'est simple, j'ai l'impression que vous n'avez pas accès aux informations. Vous n'avez pas Internet, c'est ça? Vous n'avez pas la radio? Ah, ceci dit, ça expliquerait pourquoi vous payez 17 balles pour assister à une émission que tout le monde peut écouter gratuitement. Non, parce que l'actu, elle est chaude l'actu, Émeric. Hein, mais elle est surtout déprimante. Cette semaine, l'Assemblée nationale a rejeté la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, l'augmentation de la contribution sur les revenus de plus de 250 000 euros par an et l'augmentation de la taxation sur les héritages de plus de 2 millions d'euros. Et pourquoi? Parce que les macronistes, les républicains et le Rassemblement national, ils sont trop copains. Ils font des petits bisous comme ça. Oh, pardon, j'ai ripé. Dans l'hémicycle, ils sont chacun de leur côté, mais à mon avis, sur WhatsApp, ils ont un groupe commun. Ah, message de Gabriel Attal. Eh, ça vous dit, dans les médias, on fait genre, on n'est pas d'accord, mais à l'Assemblée, on vote tous ensemble pour protéger Bernard Arnault et Bolloré. Marine Le Pen, emoji pouce. Yael Braun-Pivet, emoji flamme. Jean-Philippe Tanguy, emoji champagne. Emoji aubergine, carrément. Oh le coquin. Ah non, supprimé. Trop tard, Olivier Faure, on a vu. Mais ils sont d'accord sur tout, le RN et Renaissance. Pourquoi ils font pas un seul parti, quoi? RN-Essence. On dirait une station-service. Tu peux faire le plein, mais que avec de la merde. Yes, j'ai 100 points fidélité. Je prends le diffuseur de parfum à l'effigie de Jordan Macron. C'est super, tu l'accroches au rétro et après ça sent un petit mélange de capitalisme et d'autoritarisme. Ça sent le fascisme, dis donc. Ça pue le fascisme. Tiens, ouvre la fenêtre, balance cette merde, là. Allez, interrogation surprise. Le Rassemblement national se présente-t-il comme le parti des classes moyennes et populaires tout en servant les intérêts des plus fortunés? Vous avez 4 heures. C'est bon, j'ai fini. C'est oui. La réponse est oui. Hyper fastoche l'interro. Alors il y a un moyen mémotechnique tout simple pour se rappeler que le RN préfère les riches. En fait, dans extrême droite, il y a droite. Malin. Dans le projet du RN, la seule proposition en faveur des travailleurs, c'est une hausse des salaires. Pardon, j'ai pas tout lu, c'est une hausse des salaires de 10% maximum. Pardon, j'ai pas tout lu. Une hausse des salaires de 10% maximum basée sur la seule volonté des chefs d'entreprise. Bon, si le RN passe, prévoyez pas de changer les balais d'essuie-glace. Hein. Faudra passer la main par la fenêtre comme ça pour essuyer. Hein. Mais heureusement, grâce au programme de Jordan et Marine, quand votre patron aura refusé votre augmentation, vous pourrez vous consoler en léguant à vos enfants 100 000 euros sans taxe tous les 10 ans. Vous les avez pas? Muscune. On le rappellera jamais assez, quand t'es pauvre, il y a 2 choses à éviter pour pas te faire baiser. Voter RN et demander un logement social à Darmanin. Le Pen et Bardella, ils disent qu'ils défendent les Français. Ah mais attention au petit astérisque, il y a plein de conditions. Ah, s'il y avait une pub pour le RN à la radio, ça ferait Rassemblement national. Les Français d'abord. Offre réservée aux héritiers, aux grands patrons uniquement. Chômeurs, ouvriers, smicards, fonctionnaires, étudiants, retraités. Niquez-vous bien. Allez, merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, dont on ne saurait que conseiller les chroniques de Saint-Roustan. Tout à fait. Qui viennent de sortir aux éditions Delcourt. Merci beaucoup Maëlle Léna, directrice de plaidoyer. Il y a France Terre d'Asile est toujours avec nous et on va parler d'un projet qui s'appelle le projet Amal. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, voire plus? Oui, bien sûr. Ouais. Donc le projet Amal, c'est un projet qui a été lancé par France Terre d'Asile en 2023, qui concerne en fait les femmes migrantes en particulier, parce qu'un des constats qu'on a fait, c'est que déjà, de fait, les femmes représentent 52% des femmes migrantes en France, ce qui n'est pas forcément l'image qu'on a quand on pense à une personne migrante. On a plutôt tendance à penser à un homme relativement jeune, voilà. Et par ailleurs, en fait, le constat aussi qu'on fait, c'est que si les dispositifs prennent pas en compte les besoins spécifiques des femmes, ils vont soit laisser les inégalités déjà existantes perdurer, soit les aggraver en fait. Okay. Donc on a besoin de regarder pourquoi, ce à quoi les femmes sont confrontées particulièrement et pour pouvoir en fait élaborer les réponses adaptées et mieux les accompagner et essayer aussi de contrer en fait ces inégalités entre les femmes et les hommes qui existent et dont ces femmes exilées sont particulièrement victimes puisque elles sont à la croisée en fait de différents types de discrimination, à la fois en étant exilées étrangères, potentiellement en étant non blanches, et ensuite elles sont femmes aussi, tout simplement, donc discriminées quoi.
Et alors, justement, qu'est-ce qui est prévu par France Terre d'Asile pour répondre à ces spécificités ? Alors du coup, via ce projet, on met en place un certain nombre on va en fait intervenir dans un certain nombre de dispositifs qu'on gère déjà. Par exemple, on a un dispositif de premier accueil où on va mettre en place une permanence avec une sage-femme, une psychologue et une coordinatrice sociale, pour que le plus tôt possible, à l'arrivée de ces femmes sur le territoire, il y ait des choses en termes de santé, que ce soit santé physique ou santé mentale, qui puissent être prises en charge, qu'elles puissent être orientées de manière adéquate. Après, on est confronté aussi à un certain nombre de problèmes. Par exemple, les demandeurs d'asile, quand ils arrivent, ils ont ce qu'on appelle un délai de carence dans l'accès à la couverture assurance maladie. Et donc, les personnes doivent attendre 3 mois avant de pouvoir avoir l'ensemble de leurs soins nécessaires qui sont pris en charge. C'est énorme, ouais. Oui, donc en attendant, ils se démerdent. En attendant, il y a si jamais il y a un besoin urgent et vital, ça peut être pris en charge. Mais en fait, sinon, effectivement, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que les associations vont pallier les carences de la politique publique, quoi. Et alors, concernant ce projet Amal, il y a même, j'allais dire une soirée, mais il y a 2 jours à Grande Contrôle à Paris, c'est vers la gare de Lyon. Avec un festival. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 jours à Grande Contrôle ? Je vais dire les dates. 14 et 15 novembre. Ouais, et c'est le festival Exilé, donc le festival qui fait genre, mais qui fait pas semblant de défendre les droits des femmes exilées. Ça, c'est la baseline. Okay. Et du coup, ce festival, il a vraiment été pensé comme un moment un peu hybride, à la fois un moment de revendication, recommandation. Donc le vendredi après-midi, il va y avoir des tables rondes où c'est plutôt un temps réservé aux professionnels ou aux personnes bénévoles, mais qui accompagnent des personnes, des femmes demandeuses d'asile ou exilées de manière générale. Et ensuite, il y a un temps ouvert au grand public, plus festif, le samedi après-midi, où là, va y avoir vraiment différents événements en même temps, avec des expositions photos, notamment de Pamela Tulizzo, qui est mon invitée. Avec nous tout à l'heure. Peut-être. Des conférences, des temps vraiment de partage. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir mettre en avant les parcours des femmes exilées et leur donner la voix. Le vendredi après-midi, elles auront une tribune pour aussi elles-mêmes porter leurs revendications. Et il y a un certain nombre de choses aussi le samedi après-midi qui vont être organisées avec des personnes, des femmes exilées, pour qu'elles puissent aussi elles-mêmes être mises en position de porter leurs revendications politiques par rapport à leur situation en France. Et Radio Nova est partenaire d'ailleurs, je le précise. Merci beaucoup. On remercie Radio Nova. Mais on ne fait que ça. Nous aussi, on remercie Radio Nova. Et France Inter aussi. France Inter. Ah oui, peut-être. Sinon, on serait pas là. C'est vrai. Et alors, Netanyahou aussi à ce moment-là. Bon, allez, là, je vais trop loin. Les nazis aussi. Merci Maël, et puis merci à tous les gens qui s'occupent de ce festival. Puisqu'on parle de trajectoire de vie, il y en a une qui s'y intéresse beaucoup autour de cette table, que ce soit dans les films, les séries, les livres. C'est Juliette Arnaud. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, toi ? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, docteur ? Plus important à vivre. Regarde ! Juliette Arnaud. En avant les histoires. Vous savez quoi, j'ai pas mal pensé à Pierre Corneille ces derniers temps. Le dramaturge français fameux du XVIIe, le gars qui a écrit entre autres Le Cid. Mais si, vous savez, orage de désespoir, aux vieilles ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, nana. Eh ben, dans cette pièce, dans Le Cid, il faisait aussi entendre la voix d'une jeunesse, celle du personnage qui s'appelle Rodrigue, et qui dit à un moment de la pièce « Je suis jeune, il est vrai ». Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ce que Kylian Mbappé, il y a quelques années, il avait synthétisé cette phrase parfaitement en disant « Mais moi, tu me parles pas d'âge ». N'empêche, il s'agit de pas s'en mêler les pinceaux. Un ou une môme, ça a de la valeur, mais ça reste surtout quelqu'un qui n'est pas adulte. Et vu qu'on a pas mal tendance à l'oublier, le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant, c'est-à-dire de la personne qui n'est pas majeure. Les droits de l'enfant, comme par exemple le droit à ne pas se
se prostituer. Dans la préface du roman La Dérobade, écrit par Jeanne Cordelier en 1976, il y a une préface donc écrite par une autre écrivaine que j'adore, Benoît de Groux, et elle donne une statistique. Elle dit 49% des prostituées avaient moins de 17 ans lorsqu'elles se sont prostituées pour la première fois, enfin lorsqu'on les a prostituées pour la première fois. Mineurs, c'est le cas, mineurs la première fois, c'est le cas de l'héroïne de La Dérobade, et c'est son histoire, c'est un roman autobiographique que nous raconte Jeanne Cordelier, et elle a raison, Benoît de Groux, dans la préface quand elle écrit « Jeanne Cordelier est notre fille prodigue, notre sœur chérie, notre double rencontrée un soir de demi-brume, notre reflet qui nous fait mal. Le proxénète de l'héroïne, qui s'appelle Gérard, qui est censé, je suis fatiguée, qui est censé être son mec, son amour, lui annonce assez vite la couleur à l'héroïne. Il lui dit moi j'ai besoin d'une femme, une vraie, qui a de la mentale. C'est bon? Tout le monde a la traduction? Et elle, encore, l'héroïne, elle est vieille avec ses 19 ans. Oui, parce qu'au début des années 70, quand on a 19 ans, on est mineur. Elle est vieille avec ses 19 ans par rapport à sa pote France, qui, elle, quand elles sont arrêtées pour racolage, craint d'abord et avant tout la prison et le juge pour enfants. France dite la zone. Rapport au quartier dont elle est issue. Il faut absolument relire ce livre, La Dérobade. Il n'a pas tant vieilli, et il est surtout extraordinaire, et il me semble qu'il éclaire ce chiffre actuel. En ce moment, en France, à minima, il y a 20 000 jeunes filles mineures qui se prostituent. C'est une statistique également qui ouvre le film Boys in the Hood de John Singleton, film de 1991. La statistique est la suivante. Un noir américain sur 21 meurt assassiné. Et le film commence avec un groupe de gamins noirs américains dans le quartier pauvre et violent de South Central en 1984. Et malgré les rubalises jaunes et noires des scènes de crime comme décor quotidien, c'est bien des mômes qu'on voit à l'écran galopant derrière le camion de glace et qui croient encore aux ogres. Et puis deux de ces mômes, pour des raisons qui me déchirent l'âme, mais je vous le dirai pas ici, vous n'avez qu'à voir le film, ils partent à l'épicerie alors qu'ils n'ont pas un seul dollar en poche. Tandis que le héros, lui, a la chance de partir avec son papa à la mer. Quand le père et le fils reviennent de leur douce virée, que le père est en train d'apprendre un vieux titre sable à son fiston, un titre qui fait « Ooh, child, things are gonna get easier », ce qui veut dire « Mon petit, les choses vont aller de mieux en mieux », bah les choses, elles vont pas aller de mieux en mieux pour les deux petits qui sont restés dans le hood. On voit, à travers le pare-brise, deux flics en uniforme qui sont en train de conduire les deux gamins à leur voiture noire et blanche. Les deux mômes ont bon faire 1 mètre de moins que les adultes. Ils sont menottés dans le dos et embarqués. C'est une image très dérangeante parce que moi, spectatrice, quand je revois le film, j'ai encore en tête les jeux et les joues de ces mineurs. Et eux, ils sont victimes d'un truc qui fonctionne encore très bien de nos jours. Ça s'appelle l'adultification raciale, c'est-à-dire des enfants traités comme des adultes en arguant d'une dangerosité potentielle. Je peux pas m'empêcher de penser que je mérite d'avoir comme épitaphe. Elle était blanche, elle avait volé des malabars impunément, elle avait plus peur de sa mère que de la police. Elle avait raison. Juliette Arnaud. Merci Juliette. Merci beaucoup Juliette. Donc on retrouve toutes les chroniques en podcast, comme toutes les chroniques de l'émission. Et comme même l'émission en intégralité, toutes les semaines, on essaye aussi de faire plaisir à notre invité dans nos choix musicaux. Donc, Maëlle Léna de France Terre d'Asile, pardon, j'en bafouille. Qu'est-ce que tu aurais envie d'écouter maintenant? Mano, dis Mano. Non. Non. Viens, dis une chanteuse qui serait... ça serait Néné Chéri. Qui serait quoi? Mano, elle a dit Mano. Non, elle a dit Néné Chéri. Mano Chéri. Allez, Manon Chéri. Eh bien, ça le vent souffle sur les belles. Allez, je vous déteste tous. On va écouter un titre de 1980. C'est une belle épitaphe aussi, ça. Je me la souhaite. T'imagines le choc dans un cimetière. Je crois que c'est Juliette. Ça doit être Juliette. Alors, on va écouter un titre de 89 de l'artiste suédoise Néné Chéri, écrit et composé par elle sur un clavier Casio à l'époque. C'était l'époque où on portait des cyclistes avec des bords en dentelle. Et déjà, on causait des garçons qui doivent encore grandir. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Maëlle Léna de l'association France Terre d'Asile. Et c'est le moment de retrouver l'invité de notre invité. Vous connaissez le principe. Toutes les semaines, c'est l'invité qui choisit. Merci d'accueillir chaleureusement Pamela Toulizo. Salut Pamela. Bonjour. Salut Pam, parce que tu m'as dit que tu aimais bien qu'on t'appelle Pam, alors salut Pam. T'es photographe, oui. Documentariste également. Oui. C'est bien ça, tu viens de République démocratique du Congo et tu es actuellement en résidence de recherche à la Cité des Arts à Paris.
Oui. En quoi ça consiste exactement Merci. pour nous autres pauvres néophytes? Ouais, alors juste pour préciser, je viens de la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Ça me tient à cœur de dire que je viens de Goma. Alors je suis en résidence de recherche. Pour mon cas, c'est un programme qui consiste à aider les artistes qui viennent de régions, on va dire, en guerre, en situation, en difficulté et tout, pour permettre aux artistes de faire de recherche, de produire. Et je suis à la Cité depuis le mois de juin. Et je suis là pour une année. Je travaille sur différents projets. Et jusqu'au mois de mai, oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de tes projets? J'ai plusieurs projets. Ouais. Alors, il y en a un qui concerne, moi je me suis renseigné sur toi évidemment avant que tu viennes, il y en a un qui concerne justement le Congo. Oui. Et notamment cette région qui est en guerre en ce moment. Oui, exactement. Quand je suis arrivée, j'étais moi-même dans un état pas très bien. Parce que on est sortis, moi et ma famille, j'ai une petite fille de 3 ans. Et mon mari, on est arrivés, c'était fraîchement quand la ville était tombée. Au milieu des rebelles. Et en arrivant, on était encore hyper fragile, que ce soit moi, la petite. Et après quelques mois, j'ai commencé à réfléchir sur comment je peux aider d'autres artistes qui sont restés à Goma. Je me disais, moi, j'ai eu cette opportunité de sortir, de partir et d'être quand même dans un environnement professionnel. Je peux continuer à travailler, à produire et à créer. Mais d'autres sont restés dans des situations très difficiles où il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus rien du tout. Les artistes sont voués à eux-mêmes. Même avant la guerre, c'était déjà très difficile pour les artistes. On était presque abandonnés à Goma. Et j'ose pas imaginer actuellement où il n'y a plus rien. Et donc, qu'est-ce que tu as créé pour les aider? J'ai créé comme une forme d'émission pour accueillir les gens dans mon studio et le photographier. Ça s'appelle Photo Anonyme pour Goma. J'ai photographié les gens, d'ailleurs, vous êtes tous invités. Ouais, c'était ma question d'après, comment on peut rejoindre ton projet, comment on peut c'est facile, il faut juste m'écrire sur Instagram et on programme votre shooting. Je vous photographie et puis après, à la fin, vous faites une petite donation selon votre moyen. Voilà, après, l'argent est envoyé à Goma via Airtel Money ou d'autres moyens, puisqu'il n'y a pas de banque jusque-là. Ouais. Et on appelle ça enveloppe desservie. Ça permet aux artistes de survivre en fait, parce que pour d'autres, même manger c'est difficile, même trouver l'internet c'est difficile. Alors c'est pas beaucoup, mais ça permet de vivre, de manger, de trouver quelque chose, et d'autres continuer à travailler, trouver des matériaux comme la peinture. Ces genres de choses. Est-ce que tu as des nouvelles là, de ce qui se passe là-bas? Est-ce que tu arrives à avoir des infos? Parce que c'est assez difficile, c'est vraiment une zone de guerre. Oui, des fois oui, mais des fois les informations sont contradictoires par rapport à ce que je vois ici. Ça m'étonne toujours que quelqu'un me croise dans la rue ou quelqu'un que je connais, mais n'est pas au courant de ce qui se passe à Goma. C'est vrai qu'en France, on n'en parle pas beaucoup. Oui, on n'en parle pas beaucoup. C'était juste des flashs quand la ville est tombée et puis après tout le monde est passé à autre chose. Mais la guerre continue, la ville est toujours occupée et les atrocités continuent, la guerre continue depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, on n'en parle pas assez. Je ne sais pas si c'est par choix ou comment. Et à travers mon travail, aujourd'hui, je trouve que ça commence à un peu influencer mon travail pour essayer un peu d'en parler autour de moi et faire ce que je peux faire comme artiste. De rendre visible ce qui se passe là-bas. Est-ce que tu es en lien avec l'association France Terre d'Asile, justement? Oui. J'imagine que c'est pas un hasard si Maëlle t'a demandé de venir. Oui, alors mon travail, en général, en tant qu'artiste, je travaille sur l'identité féminine, le rôle et la place de la femme dans la société actuelle et ancestrale. Et en étant à la Cité, j'ai été contactée par France Terre d'Asile pour travailler sur une série de photos qui va accompagner les festivals. Et quand ils m'ont approchée, j'ai tout de suite dit oui, parce que c'était un projet non seulement qui va dans ma démarche artistique, mais aussi qui cadre un peu avec ma situation actuelle et tout ce qui se passe chez moi à Goma. Et donc, c'est un projet où je raconte l'histoire de ces femmes
mais plutôt pour raconter leur quotidien, à part les images, on va dire, caricaturées que je vois qu'on a des femmes ou qu'on a de tout le monde qui demande l'asile ou de tout le monde qui vient en France. Quand on parle d'asile, quand on parle de femmes réfugiées, on voit surtout quelqu'un qui vient demander, on voit un problème, on voit un fardeau, on voit... c'est des images très caricaturées. Et à travers mon travail, j'ai essayé de raconter l'histoire de ces femmes, mais plutôt en tant que des humains, en tant que de personnes à part entière qui ont des problèmes. Parce que des fois, on s'imagine, on vient en France juste parce que, voilà, la France, c'est génial, il y a le croissant et tout ça. Mais Et la dernière sur Radio Nova, il y a vraiment des choses incroyables. Mais si vous essayez d'approcher ces personnes, vous allez voir que c'est des personnes qui ont des histoires des fois très très difficiles, qui viennent en France pour revivre encore, pour retrouver un peu de sécurité, que ça soit physique, émotionnel, psychologique. Et en arrivant ici, elle espère devenir quelqu'un, avoir une vie meilleure, ou tout simplement être reconnue en tant que personne, en tant que femme, et avoir de droit à être libre de parler ou de choisir, ou même... des fois, certaines choses qu'on banalise en France, pour d'autres, c'est crucial, pour d'autres, c'est important. Alors, à travers cette série, la série s'appelle Baadaye. Et donc, tu seras exposée Oui. Ouais, c'est ça. Oui, Okay. ça sera exposé durant les 2 jours. Et la série s'appelle Baadaye, qui veut dire après. Okay. Donc, je montre comment est-ce que je raconte les histoires avant, pendant Alors, si et tu après. veux bien, Pamela, n'en dis pas plus. On ira voir directement. Grande Contrôle, je rappelle les dates. 14 et 15 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On peut encore applaudir bien fort Pam, Pamela Tulizo. Merci beaucoup, ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait plaisir de faire de la publicité pour des initiatives comme ça. Ça fait moins plaisir de faire de la publicité pour ce qui arrive. C'est la vraie pub, malheureusement. Vous êtes toujours sur Radio Nova, l'émission La Dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invitée Maëlle Léna de l'association France Terre d'Asile. Et elle vient de nous rejoindre, celle dont le rire est considéré comme une arme de guerre par la fachosphère, Swan Périssé. Cette semaine, la notion de non-consentement est rentrée dans la loi. Ça veut dire que maintenant, depuis le 29 octobre 2025, un acte non consenti, c'est une agression sexuelle. Alors qu'avant, un acte non consenti, c'était Gérard. Et ça va, c'est Gérard. Il est pas méchant. Bah, j'ai rien contre les Gérards, c'est pour la métaphore, ça peut être aussi André, René, José, Timothée, Bolloré, Sané, Pouyanné, bref. Je m'égarais. Alors... on a l'impression que c'était dans la loi, le non-consentement. Pas du tout. Figurez-vous, avant, la semaine dernière, un viol, c'était une pénétration par violence, contrainte, menace ou surprise. Alors, une surprise, ça peut être un gros gâteau, une grossesse, ou une MST, ou bien, tu te lèves à 6h du matin pour aller au taf, tu te prépares en 15 minutes, t'as même pas le temps de prendre ta douche, tu descends les escaliers à toute allure, tu cours pour aller au métro, il pleut, il fait nuit, t'arrives dans le métro et entre Marc à des poissonnières et la marque Colincourt, soudain, tu réalises, tiens, il semblerait que le mec derrière moi ait son doigt dans mon cul. Voilà, ça par exemple, c'est un viol par surprise, voilà, par exemple. Et cette loi qui est passée, elle est importante parce qu'elle réfute l'idée qu'une femme est forcément chaude du cul. Vous voyez la présomption d'innocence ? Jusqu'à la semaine dernière, les femmes avaient la présomption de grosses salopes. Et voilà, ne cherchez pas, ça vient de là, voilà. J'ai mis la robe exprès pour la vanne. Et moi, ça me fait rire. Et à cause de cette loi, jusqu'à la semaine dernière, dans l'imaginaire collectif, une femme, elle a toujours envie. Hein, sauf si elle frappe, elle s'enfuit, elle hurle, ou bien si elle plante ses ongles dans les yeux du partenaire. En gros, avant, c'était si la meuf fait rien pour pas que ça arrive, elle a envie. Pendant le procès de Bazan, par exemple, il y a une avocate d'un accusé, en montrant une photo de Gisèle Pellicot en sous-vêtements, qui a dit « Vous auriez pas un petit côté exhibitionniste ?» C'est comme si en voyant une photo du petit Grégory mort dans l'eau, tu disais il n'y avait pas un petit côté Laure Manodou. En gros, avant, si
tu n'avais pas été ligoté avec du fil de fer, il y avait vraiment pas eu vraiment de contraintes. Tu vois, jusqu'à la semaine dernière, dans la loi, les corps des femmes étaient par défaut à disposition de tous, ouverts à tous les vents. Des moulins. Notre vagin, ouvert à tous les pins. Maintenant, il est écrit dans la loi que le consentement ne peut jamais être déduit du silence ou de l'absence de réaction de la victime. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui font l'amour comme on joue au docteur Maboul. Si ça bip pas, je continue. Mais bip, oups, j'ai rien entendu, voilà. Et franchement, on a tous et toutes grandi en pensant que si la meuf, elle disait rien, elle était d'accord. Hein, combien de nos potes nous ont dit « Ma meuf, elle fait l'étoile de mer » et nous, on rigolait genre « Mec, ton ami compare sa bien-aimée avec un mollusque. Patrick, dans Bob l'éponge, il y a peut-être un problème, Bob. Si vous couchez avec quelqu'un qui se comporte comme le meilleur ami d'une éponge, plusieurs options vous viennent à l'esprit. Elle ne kiffe pas, je lui fais mal, je la viole, et souvent la réponse que vous choisissez c'est « Nah, elle fait pas d'effort !» Et là, je vous l'accorde, dans le cadre d'une relation hétéro, c'est souvent nous, les femmes, qui ne faisons pas d'efforts. Alors, ça effraie plein de mecs, parfois, cette loi. Ils disent, bah, elle a pas dit non, ou les femmes, on sait pas vraiment ce qu'elles veulent. Maintenant, avec cette nouvelle loi, bonne nouvelle, vous avez la solution. Demandez. Alors, j'ai un pote qui m'a dit, oui, mais quand tu demandes, ça casse la magie. Alors, je ne savais pas qu'il y avait autant de magiciens dans la société française. C'est incroyable. C'est pas si magique quand vous nous faites l'amour, voilà. Non, mais c'est très sympa. C'est très sympa, mais c'est pas genre un bracadabra. C'est quoi? Un orgasme? Non, un lapin, voilà. Avant, c'était aux victimes de prouver pourquoi elles s'étaient pas enfuies, et maintenant, c'est à vous de prouver qu'on avait envie. Et ben, bon courage et bisous. Merci Swan Périssé, en tournée dans toute la France, le 6 février au Cirque d'Hiver, pour la toute dernière de ton spectacle. Merci beaucoup. Swan, nous sommes toujours avec Maëlle Léna, toujours de l'association France Terre d'Asile. On a beaucoup parlé de l'association, de son engagement, mais on n'a pas beaucoup parlé de toi encore. Et on va rattraper ça tout de suite, parce que je crois que Juliette t'a posé quelques petites questions sur tes goûts artistiques. Je t'ai demandé quel livre t'étais resté de l'enfance. J'étais très contente parce que tu m'as répondu un chef-d'œuvre et un pavé, À l'Est d'Éden de Steinbeck, 1952. L'écrivain américain patron du réalisme social, c'est le roi de la chanson engagée, hein, en gros. Un roman qu'il a écrit pour ses deux fils, ça je savais pas, afin de leur raconter, je cite, la plus grande des histoires, celle du bien et du mal, de la force et de la faiblesse, de la beauté et de la laideur. Chouette programme, mais toi, enfant, c'est comme ça que tu l'as reçu ? Je demande. Oui, non, moi c'est un livre qui m'a beaucoup impressionné parce que c'est un livre très saga et effectivement qui va s'intéresser aux notions clés du bien, du mal, qui reprend les thématiques de la Bible, en suivant plusieurs générations de deux familles. Voilà, exactement. Et du coup, je me suis vraiment attachée à différents personnages qui, je trouvais, dégageaient je sais pas, quelque chose de très engageant, de très impressionnant, et c'est un roman qui m'est vraiment resté jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un des premiers romans dans lequel on voit apparaître un personnage de mère monstrueuse, le personnage de Katie, qui est vraiment, c'est très rare dans la littérature d'avoir Médée à côté. Elle est facile. Je t'ai à côté. Ouais. Non mais avançons. Allez, on avance. Ouais. Non, j'ai raccroché trop. Je ne sais jamais quand sa chronique est finie. Je t'ai demandé ensuite, Maëlle, quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Et tu m'as répondu un roman extraordinaire de 1960, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui est l'histoire de la fille d'un avocat et de son père avocat, donc qui est vraiment un type extrêmement brave et intègre. Atticus Finch, qui est culte aux États-Unis mais aussi en France de plus en plus, qui est à la fois un thriller, un roman d'apprentissage et une explication du racisme dans l'Amérique ségrégationniste. Passé. Ouais. Bravo. Toutes les syllabes. Et ça marche le cours, de diction. De ouf. Vous êtes en train d'applaudir ségrégationniste. Non. Okay. C'est pas ça qu'on fait. Mais ça veut dire quoi, ségrégationniste? Est-ce que c'est justement ce personnage d'un avocat qui va défendre un homme noir accusé, à tort bien sûr, du viol d'une femme blanche, qui fait que ça t'a donné de l'influence sur la personne que tu avais envie de devenir? Oui, je pense. Et puis, je trouve que ce personnage dégage aussi énormément de douceur dans sa relation avec sa fille. Et je pense que avec les enfants en général. Ouais, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup
beaucoup touchée et qui imprègne aussi la manière dont j'aimerais être en tant que maman. Oh. Eh ben si, ça m'émeut. Oui, on a le droit d'être ému. Je t'ai demandé ensuite quelle série te fait rire. Tu m'as répondu La Flamme de Jonathan Cohen, Jérémy Galland et Florent Bernard, qui date de 2020. C'est là que j'ai réalisé qu'en fait cette série, elle était en pleine épidémie, deuxième confinement. Pour une autre histoire de confinement, puisque c'est une parodie de télé-réalité. Un homme, Marc et toutes ses présentantes, elles sont 13. Est-ce que c'est le personnage de Leila Bekti? Est-ce que j'ai déjà jeté de l'essence sur un buraliste? J'ai eu un non-lieu, je l'ai fait. Psychopathe et compétitive. Et dans la description de son personnage, il est dit qu'elle est juriste. Ah. Je ne savais pas, mais en tout cas, oui, Leila Bekti est vraiment excellente dans cette série qui me fait, moi, mourir de rire à chaque fois que je la regarde. Donc, c'était un bon souvenir du confinement. Il y en a peu, mais voilà. Il y en a peu. Mais c'est marrant que pendant qu'on était enfermés, on regardait encore des gens être enfermés. On trouvait ça hyper drôle. On est quand même pas terribles, les êtres humains. Peut-être qu'on est cons, va savoir. Merci, en tout cas, merci Maëlle, merci Juliette également. Puisqu'on parlait de rigolade, voici venu le temps des rires et des chants. Oh non. Il vient de Lille, mais pas celle des enfants. Encore que c'est une sorte de Peter Pan sous psychotrope. C'est Émeric Lomprey. Ouais. Mais oui. Ouais. Mais oui, on l'adore. Allez, on y va. Oui. Allez, l'actualité, elle est chaude. Elle est chaude, l'actualité. Comme une bouillotte à peine sortie du four. Et après, on se rend compte qu'en fait, une bouillotte, ça se met pas au four. Sinon le four, il fond. Et après, il faut changer le four. Et après, la caution, elle saute, Douli. La caution, elle saute. Mais qui met des bouillottes dans un four, Douli? Allez, pensez à autre chose, Émeric, pensez à autre chose. Philippe Poutou, torse nu sur un voilier. Philippe Poutou, torse nu sur un... C'est bon. Bon, depuis hier, c'est la trêve hivernale. Tout le monde voit ce que c'est un peu la trêve hivernale? C'est la période du 1er novembre au 31 mars où on peut plus expulser les gens de leur logement. Voilà, même si l'appartement il est foutu, par exemple à cause d'une bouillotte au four. Philippe Poutou torse nu sur un voilier. Philippe Poutou torse nu. Le soleil se couche doucement. Bon alors la trêve hivernale, ça sous-entend clairement que du 1er avril au 31 octobre, c'est quartier libre pour les bailleurs. Là ils sont tous là comme ça. Vivement, vivement. En attendant, j'ai mangé des bébés oiseaux et de la pâte de fruits. Putain, la pâte de fruits, mais quel enfer. En plus là, depuis la loi Casbarian, expulser les gens c'est easy. Hein. Vraiment, t'as 2 heures de retard sur le loyer, il manque 50 centimes. Tu bafouilles, allez hop, ça dégage. On fout le camp, vous allez voir, c'est super les plaques d'égout. Putain. Un rire, c'est déjà bien. Non, mais cette année, les expulsions ont plus que doublé. Il y a 350 000 personnes à la rue. En 2024, 912 morts. Et ce gros caca de Casbarian, il a tweeté « J'assume ce record d'expulsion. On devrait même aller plus loin dans le respect de la propriété privée et de la rapidité d'expulsion. » Mais quel sac à couilles, putain. Philippe Poutou torse nu sur un voilier. Philippe Poutou torse nu sur un voilier. Tu veux que je t'étale du fromage fondu sur le corps? Oui. On a l'image. Alors il y en a, ils vont dire ouais, mais peut-être qu'en fait il y a de moins en moins de maisons pour loger les gens. Alors déjà vous arrêtez avec cette voix directement. Et de deux, non, la pierre ça bouge pas. Hein. Le problème c'est que c'est moins bien réparti. Il y a 3% des Français qui détiennent la moitié des logements en location. Putain mais réveillez-vous là. 3%, il y a trop de chiffres, c'est ça? Il y a trop? On dirait que vous êtes tous comme moi. Oh là là. T'as raison Pierre, c'est hyper cool de s'énerver. Putain, ah you can. 3% des Français détiennent la moitié des logements en location. Dinguerie. Putain mais je devrais jamais passer à la fin, tout le monde en a plein de cul. Attention, et je suis pas en train de dire que les bailleurs c'est tous des mauvaises personnes. Hein. Si, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Oh. Ah. Alors le pire c'est ceux qui ont des chambres de bonne à louer. Et dès qu'ils voient un étudiant, ils sont là. Mais non, mais c'est comme ça, c'est pas rien. C'est la loi du marché, c'est le prix. C'est toi qui crée la loi du marché. Gros sac à caca. Philippe Poutou torse nu sur un voilier. Philippe Poutou, tu veux que je t'étale du fromage sur le corps fondu? Oui. Une petite margarita pour le gros.
Alors, dans ces 3% de propriétaires, il y a 2 types de personnes. Alors, il y en a, ils adorent louer à des gens. Ouais, ils adorent jouer ils aiment bien jouer à la marchande, mais dans la vraie vie, quoi. Avec du vrai argent, des vrais humains. Des nazis, quoi, quasiment. Une pâte de fruits? Non, merci, Jean-François. C'est marrant qu'on dise jouer à la marchande. Tu sais, je te regarde, Julien, parce que c'est féministe. Non, mais on dit jamais. Mais t'es je suis là, ivre. Non, mais on dit jamais jouer à la marchande, quoi. C'est ça que. Parce qu'on dirait jouer au marchand. M'interromps pas. Tu fais du manspreading. Elle est complètement hystérique. Là, il y a les gens aux sous-titres. On fait quoi? Allez, on a plein de cul de cette émission. Je vais retourner à France Inter. Non, mais c'est comme Dame Pipi, quoi. On dit jamais Monsieur Pipi. Ou alors si, quand tu parlais à ton pipi et qu'il sortait de Monsieur Zizi, t'étais là. Bonjour Monsieur Pipi. Bienvenue dans le... Bon, mais c'est très rare. Hein. Et l'autre catégorie dans les 3%... Je sais pas à qui on déclare ça, nous. Alors... Et l'autre catégorie dans les 3%, c'est ceux qui ont besoin de plein de maisons. Il y en a, ils ont besoin de plein de maisons. Ils ont une maison pour le travail à Paris, une maison pour les grandes vacances, une maison pour les moyennes vacances, une maison pour les vacances de Pâques, une maison pour les week-ends prolongés, une maison quand on a un petit coup de mou, une maison pour ranger les clés de la maison, une maison pour l'entrée, une maison pour le plat, une maison pour le dessert, une maison que pour faire caca. Qu'est-ce qui pue du cul? Philippe Poutou torse nu sur un voilier. Il fait très beau, le soleil se couche doucement. Tu veux que j'étale du fromage fondu sur le corps? Oui. Allons nous coucher, Émeric. Oh, j'ai un peu froid. T'inquiète pas, j'ai mis une bouillotte au four. Non. Merci d'avoir écouté. Émeric Lompré. C'était fastidieux, mais c'était beau. Émeric en tournée partout en France, notamment le 3 décembre à Reims, le 4 décembre à Troyes. Allez, dernière seconde de l'émission, dernière petite question pour notre invitée Maëlle Léna de l'association France Terre d'Asile. Des petites questions comme ça à la volée, Juliette? Maëlle, si par malheur tu devais chercher asile, ce serait où? En Espagne. Ok, oui, ils sont Parfait. gauche. Pierre? Oui, Maëlle, si vous les aimez tant que ça, les migrants, pourquoi vous les prenez pas chez vous? Ah, il est de droite, on l'avait dit. Pascal Pro est là. Émeric? 7x7. 49. Parfait, merci beaucoup. On va finir là-dessus. Merci Maëlle Léna, qu'on peut applaudir bien fort. Et merci à toute l'association France Terre d'Asile. Merci à ton invité, la photographe Pamela Toulizo. Allez voir son travail sur Instagram. Merci à Thomas VDB, Swan Périssé, Marie Trébert, toute l'équipe de l'Européen, Seb Barnabé, Julia, Lindsay, Sonny. Merci à Malo, notre réalisateur, Lucie, Paul à la technique, toutes les équipes de Radio Nova, Fred, Mano, Loris, Ninon, Yona, Christian pour la programmation musicale, Colline, Élise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, dont c'est l'anniversaire, et Adrien. Merci à notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi, et merci à Émeric Lompré, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré. Et Guillaume Marie. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien. Aimez-vous les uns les autres dans la limite des stocks disponibles et vivement la dernière.